De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet puisque Maïs Moïssi, notre invité consultant bancaire, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes, bien évidemment, Gemal Taleb et Jean-Marie Bitounou. L'Afrique doit se doter de moyens financiers pour justement accélérer son développement. Dans ce sens, le secteur privé s'avère être un acteur de premier plan. Il joue en effet un rôle décisif et constitue un important moteur pour la croissance, mais aussi pour la création d'emplois. On fait le point avec ce sujet d'Emmanuel Milimono. La contribution du secteur privé à la croissance et à l'emploi en Afrique est faible. L'activité privée est essentielle pour le développement du continent. Les financements publics des économies africaines sont limités et ne suffisent pas à assurer le décollage de l'Afrique. Les États africains tentent de promouvoir un dynamisme au sein du secteur privé afin de permettre à ce dernier de participer activement au développement du continent. Les besoins de notre continent sont tels que les ressources publiques à elles seules ne permettront pas de subvenir aux besoins de nos populations. Le secteur privé doit prendre le relais en jouant pleinement son rôle dans la croissance de l'Afrique. Il nous appartient, à nous les dirigeants, de mettre en place un environnement propice au développement des activités. Outre la faible participation du secteur privé, le déficit énergétique est également un facteur qui ralentit le développement de l'Afrique. Le continent possède 9% des réserves mondiales de pétrole et de gaz, 10% du potentiel hydroélectrique de la planète et 6% des réserves de charbon. À ces ressources s'ajoutent les prédispositions naturelles de l'Afrique pour le développement des énergies solaires, éoliennes et géothermiques. Il n'est plus acceptable que l'ensemble de l'Afrique subsaharienne produise moins d'énergie électrique qu'un seul pays européen. Notre déficit énergétique est un vrai frein à notre développement. Seules des solutions sous-régionales permettront d'optimiser l'utilisation des ressources dont l'Afrique regorge. En effet, seul 5% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique est utilisé aujourd'hui. L'autre principal problème auquel les pays africains sont confrontés est celui de l'absence de ressources capables de financer des projets de développement, d'où la nécessité de promouvoir un secteur privé solide à travers des politiques de gouvernance saines et bien orientées. L'Afrique, est-ce qu'elle peut aujourd'hui se passer du secteur privé pour accélérer son développement ou c'est une nécessité? Assurément non. L'Afrique ne peut pas se passer de son secteur privé pour se développer. Au contraire, l'Afrique ne se développera que par son secteur privé. Et d'ailleurs, je tiens à distinguer le secteur privé. Généralement, on a tendance à penser que ce sont les grandes entreprises qui vont porter l'économie, les multinationales qui parfois viennent d'autres horizons. Le développement des pays se fait généralement par les PME. Ce sont les PME généralement qui portent le développement du pays et qui créent de l'emploi et qui permettent au pays de générer ce qu'on appelle une croissance inclusive. Et sur ce point, je voudrais dire que moi, je crois en l'Afrique. J'ai tendance à dire et à le répéter, l'Afrique, c'est le 3e marché du monde après la Chine et l'Inde. C'est 1,1 milliard d'habitants en 2013. Il y a donc là un marché, il y a des énergies, il y a des ressources, il y a des potentialités qui ne demandent qu'à être développées. Il faut donc arriver à utiliser les ressources du continent. C'est-à-dire ne pas se limiter au petit Gabon avec 100 millions d'habitants, au petit Congo avec ses 3 millions d'habitants, raisonner continentalement sur cette Afrique qui va de Tanger au Cap et mutualiser les efforts et faire en sorte que par effet d'entraînement, le continent se développe partout de façon plus ou moins uniforme. Et le secteur privé, notamment les PME, ce sera la clé du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, on est trop axé sur les ressources naturelles, qu'on exploite d'ailleurs et qu'on vend sans jamais les valoriser. Demain, le continent africain comptera sur ces PME pour tirer son développement. Non, moi je pense que les PME c'est important et c'est générateur de richesse. Je pense que le continent africain, contrairement à la Chine et à l'Inde, ce n'est pas un État. La Chine est un seul État, l'Inde est un seul État, donc un seul centre de décision. L'Afrique, c'est 54 centres de décision et donc 54 intérêts divergents. Et vous pouvez difficilement créer une richesse ou en tout cas une cohésion de la décision avec 54 centres de décision. En revanche, il y a une mutualisation possible, mais pas le secteur privé, je pense, encore une fois. Si Air Afrique était une société, une compagnie aérienne créée par des privés à l'époque, probablement qu'elle serait encore là. C'est donc la gestion publique qui l'a tuée. Je pense que demain,
et de plus en plus dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie de façon générale, y compris les hydrocarbures, il y a besoin de partenariats publics et privés. Il y a un exemple en Mauritanie qui est en train de se faire, c'est une centrale de gaz en partenariat public et privé. L'idée, encore une fois, c'est qu'un particulier vende le gaz, un autre produit de l'électricité, un troisième produit donc le réseau, et tout ça est vendu à la compagnie nationale qui, elle, va le distribuer. C'est là un bon exemple de partenariat public et privé. Si on pouvait le faire demain dans les routes et les infrastructures de façon générale, on gagnera beaucoup parce que l'État n'a pas la capacité d'investir. Donc aujourd'hui, en tout cas, les États africains n'ont pas une capacité d'investissement assez importante. Le continent africain n'est toujours pas très bancable, même si ça va mieux qu'avant, c'est pas très bancable et donc l'attrait des investissements n'est pas important. Troisièmement, c'est que le coût de l'argent, le coût de l'assurance, les taux directeurs sont très élevés et donc l'investissement devient très lourd. Si en revanche, vous avez de l'argent privé qui, lui, exploite dans le cadre d'un partenariat public et privé, c'est de mon point de vue un excellent mécanisme demain pour développer les infrastructures et les grands ensembles dont le continent africain a besoin. Alors, Jean-Marie, quand on a conscience de l'importance du secteur privé pour accélérer le développement, on a du mal à comprendre pourquoi les politiques publiques ne vont pas en ce sens et pourquoi l'environnement n'est toujours pas assez favorable à la création de ces PME. C'est-à-dire, il se passe une problématique chez nous en Afrique, c'est que l'insertion des économies, c'est-à-dire nous avons mis dans la tête que l'insertion des économies africaines dans l'économie mondiale repose, si vous voulez, sur la toute-puissance de l'État. Sur ce plateau, je parle toujours de l'importance de l'État. L'importance de l'État est liée au quoi? Elle est au fait que l'État va fixer un schéma directeur qui est favorable à l'investissement. Et maintenant, à l'État de favoriser maintenant l'émergence du secteur privé, si vous voulez, par le biais des PME dont M. Moussi a parlé là tout à l'heure, ce n'est qu'à travers ça, parce qu'il a parlé d'un point qui m'intéresse particulièrement, qui est le point des firmes multinationales. Quand on parle, si vous voulez, des investissements, on parle des fonds d'investissement africains, occidentaux qui vont en Afrique et tout ce qui s'ensuit. À la limite, ça, pour construire nos infrastructures, je suis d'accord. Mais maintenant, pour pouvoir développer nos économies, il faut que l'État assainisse l'environnement, c'est-à-dire que les délais de création, si vous voulez, des entreprises et de gestion de ces entreprises-là soient des priorités pour nos États. L'État est là pour fixer le schéma directeur dans lequel les économies doivent évoluer et à partir de là, on doit se rendre compte que ce n'est que le privé qui crée en fait des emplois pérennes et durables. Dans la mesure où, comme Djemal vient de le dire aujourd'hui, nos États n'ont plus suffisamment de moyens pour pouvoir financer les investissements dont l'Afrique a besoin aujourd'hui parce qu'ils sont énormément lourds. Maïs. Vous vouliez rebondir sur les propos de Djemal? Non, on se rejoint. Djemal dit des choses, mais on dit généralement la même chose. Et, je suis tout à fait d'accord, cher Maïs. Parfait. Et je voudrais dire effectivement que la question de l'État comme étant celui qui fixe le cadre, qui fait en sorte que le cadre macroéconomique, que l'environnement des affaires soit favorable, reste quand même, de ce point de vue, régalien. On a besoin d'un État qui joue ce rôle un peu de régulateur. L'État a aussi besoin de favoriser tout ce qui est entreprise. Parce que lorsqu'on regarde les procédures administratives pour créer une entreprise dans la plupart des pays africains, c'est long, c'est lourd, c'est compliqué et c'est décourageant. Et pas seulement, si vous permettez une petite parenthèse, quand vous créez votre boîte dans les rues de Kinshasa, alors que quand il pleut, vous ne pouvez plus bouger, la route est cassée, votre électricité est gâtée, le débit d'Internet est très faible, vous ne pouvez pas faire de l'entreprise avec ça. Et donc l'État devrait d'abord garantir ça pour que le reste soit rentable. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans quelque chose de complémentaire. Bien sûr. Aussi bien la force de l'État, en tant que régalien sur ses missions d'infrastructures publiques, de télécommunications, de santé, etc., et les entreprises qui apportent la valeur ajoutée et qui apportent tout ce qui est emploi pérenne. Et on parlait énergie, on va encore en parler, puisque le continent pourrait largement satisfaire ses besoins énergétiques en exploitant convenablement l'énorme potentiel dont il dispose en la matière. C'est ce qu'a compris manifestement Djibouti, qui mise à présent sur les énergies renouvelables pour développer son secteur de l'électricité. C'est ce que nous explique Christelle Dayambaya. Voyez son sujet. Djibouti se dotera d'une centrale éolienne de 4 à 6 MW de capacité et d'une centrale géothermique de 60 MW. Ce projet verra le jour grâce au groupement d'entreprises marocaines Consortium Djibouti Green Power qui en assurera la construction. Ceci s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des énergies renouvelables. La réalisation de ces deux projets permettra de fournir durant toute la période d'exploitation une énergie totalement propre à un prix abordable en respectant l'environnement.
Elle suscitera également la création d'emplois locaux tout en renforçant notre indépendance énergétique. La géothermie, le solaire et l'éolien sont les principales ressources sur lesquelles sera axée cette politique. À travers ces ressources, les autorités comptent faire du pays la locomotive économique de la sous-région. L'objectif fixé est de devenir en 2020 le premier pays africain à utiliser 100% d'énergie verte. Djibouti connaît une croissance relativement importante de l'ordre de 5 à 6% depuis quelques années. Au niveau de l'énergie solaire voltaïque, le potentiel solaire techniquement exploitable est estimé depuis plus de 5 ans maintenant à environ 1535 gigawatts-heure par jour. Au niveau de l'énergie géothermique, là aussi le potentiel est important et donc l'ambition reste aussi réaliste parce que le potentiel techniquement exploitable est estimé à environ entre 350 et 650 mégawatts. Donc l'atteinte d'un objectif à moyen terme de devenir une puissance régionale est parfaitement réalisable. La République de Djibouti connaît actuellement une croissance économique annuelle de 3,5%. Les 97% des besoins énergétiques de la population sont satisfaits par les importations des produits pétroliers et 90% des ménages djiboutiens utilisent le kérosène comme combustible domestique. Le taux de couverture du réseau électrique est de 30%. Maïs, centrale éolienne, centrale géothermique, énergie solaire, ce mix d'énergie verte, c'est ce dont a besoin le continent ? Je dois dire que je suis beaucoup plus axé sur tout ce qui concerne l'énergie hydraulique que tout ce qui va de l'éolienne, la biomasse, etc. Tout simplement parce qu'en termes d'infrastructure, on a beaucoup plus d'assurance en termes de pérennité sur l'hydraulique, en termes de traitement. Et puis l'hydraulique a l'avantage de présenter des options à la fois pour l'électricité et pour l'eau. Parce que par l'hydraulique, on fait de l'électricité et on arrive à alimenter les populations en eau. Après cela dit, tous les pays africains ne sont pas dotés d'un réseau hydraulique qui permette de développer des énergies hydrauliques. Donc il faut voir dans le cas de Djibouti si jamais l'éolienne est la meilleure option. Mais je dois dire que sur le continent, aujourd'hui, en termes de potentiel hydraulique, on a de quoi alimenter tout le continent. On a 2 grands barrages, potentiellement on a le barrage Jubilé en Éthiopie et les chutes Inga en RDC. Rien qu'avec ces 2 barrages, on a de quoi alimenter tout le continent. Et au-delà. Et au-delà. J'ai mal. Non, le continent africain a besoin d'une énergie abondante et pas chère. Si vous voulez avoir une énergie pas chère, prenez le nucléaire. C'est déjà un peu le cas en Afrique du Sud. Mais le nucléaire en Afrique, c'est pour demain. Donc, le deuxième schéma pour avoir une énergie pas chère, c'est le gaz. Et donc le gaz, beaucoup de pays sont capables de le faire. Rien qu'avec le gaz algérien, on est capable d'inonder toute la région du Maghreb. Et donc c'est possible. Après, la troisième énergie évidemment possible, c'est le renouvelable. L'inconvénient, c'est que l'investissement est très lourd. On a en moyenne 2 millions de dollars par mégawatt. C'est très très élevé. Reste après, ce qui est aujourd'hui le plus accessible, mais le plus cher, c'est l'énergie thermique. Et donc au fuel, au gaz, au gasoil. Et donc celle-là, vous avez une sortie centrale environ à 23 cents. C'est très cher. Dollars, évidemment. Et donc c'est très cher. Donc ce dont on a besoin, et ce que dit Maïs est vrai, d'une mutualisation, c'est des différents sites qui sont capables de le faire. Mais enfin, les investissements sont colossaux. On parle de combien? 50 ou 60 milliards de dollars, si vous voulez le faire. C'est possible, mais c'est des investissements assez forts. Après, maintenant, évidemment, il y a besoin d'un mix énergétique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas développer l'énergie propre de demain. L'énergie propre de demain, c'est le renouvelable. Donc le solaire, la biomasse, l'éolien. Alors très rapidement, Jean-Marie, on n'a plus de temps vraiment rapide. Je l'ai dit tout à l'heure, bon, Djemal, on a toujours cette discussion-là. Il me parle du nucléaire. Le nucléaire, pour l'Afrique, je suis complètement contre. Utilisons, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, prenons nos avantages comparatifs, compétitifs, naturels et transformons-les en avantages compétitifs. C'est le solaire et moi, je vais là-dessus. Tout simplement pourquoi on a déjà eu cette discussion-là sur le plateau. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Regardez, vous avez un fonds d'investissement qui a investi cette année 200 millions de dollars, si vous voulez, pour l'énergie solaire, Djemal. Donc, à partir de là... Définitivement, vous ne développez pas une grande industrie avec des panneaux solaires. Non, ça on n'est pas en pas, droit. Si, ça se développe. Ça se développe tout simplement pourquoi il faudrait que tu regardes, Djemal.
global. Tu ne crées pas de grandes industries avec des panneaux solaires. Il faudrait regarder les panneaux solaires, c'est-à-dire tu raisonnes sur les panneaux solaires dans un continent dans lequel, si tu veux, tu as une diversité climatique. L'Afrique, c'est pas du tout la même chose. Mais je n'ai jamais dit que le solaire n'était pas bon, il est même utile, mais vous ne créez pas, vous ne développez pas le continent africain avec des panneaux solaires, ça n'a pas de sens. Messieurs, c'est fini. Par rapport à ce que tu me dis, Jemal, c'est l'énergie la plus abondante, c'est le solaire. Bon, on n'aura pas réussi à vous mettre d'accord, désolé. Je pense que c'est pas pour demain. Jemal, merci d'avoir été avec nous. Amira, c'est toujours un plaisir. Jean-Marie, merci également. Merci Amira et bonne soirée à tous nos téléspectateurs. Maïs Moïsi, je rappelle que vous êtes consultant bancaire. Merci pour vos analyses. Merci Amira. C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, on se retrouve toujours demain avec une nouvelle édition de l'Africa Newsroom, avec un dossier du jour consacré toujours au Congo, et ce sera sur la promotion de l'autosuffisance alimentaire. À très vite.